Alors, bonsoir. Donc, je vais continuer Manon Lescaut en espérant peut-être le terminer. Si vous souhaitez connaître la fin de cette palpitante histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Ce n'était pas une légère entreprise pour moi. Je ne dis pas seulement par la difficulté que je devais naturellement trouver à le vaincre, mais par une autre raison qui me faisait même redouter ses approches. Je m'étais dérobée de son logement contre ses ordres, et j'étais fort résolue de n'y pas retourner, depuis que j'avais appris la triste destinée de Manon. J'appréhendais avec sujet qu'il ne me fît retenir malgré moi, et qu'il ne me reconduisît de même en province. Mon frère aîné avait usé autrefois de cette méthode. Il est vrai que j'étais devenue plus âgée, mais l'âge était une faible raison contre la force. Cependant, je trouvais une voie qui me sauvait du danger. C'était de le faire appeler dans un endroit public et de m'annoncer à lui sous un autre nom. Je pris aussitôt ce parti. M de T s'en alla chez G.M. et moi au Luxembourg, d'où j'envoyai avertir mon père qu'un gentilhomme de ses serviteurs était à l'attendre. Je craignais qu'il n'eût quelque peine à venir, parce que la nuit approchait. Il parut néanmoins peu après, suivi de son laquais. Je le priai de prendre une allée où nous puissions être seuls. Nous fîmes 100 pas, pour le moins, sans parler. Il s'imaginait bien, sans doute, que tant de préparations ne s'étaient pas faites sans un dessein d'importance. Il attendait ma harangue, et je la méditais. Enfin, j'ouvris la bouche. « Monsieur, lui dis-je en tremblant, vous êtes un bon père. Vous m'avez comblé de grâce, et vous m'avez pardonné un nombre infini de fautes. Aussi le ciel m'est-il témoin que j'ai pour vous tous les sentiments du fils le plus tendre et le plus respectueux. Mais il me semble que votre rigueur... » « Eh bien, ma rigueur, interrompit mon père, qui trouvait sans doute que je parlais lentement pour son impatience. « Ah, monsieur, repris-je, il me semble que votre rigueur est extrême, dans le traitement que vous avez fait à la malheureuse Manon. Vous vous en êtes rapporté à M de G.M. Sa haine, vous l'a représentée sous les plus noires couleurs. Vous vous êtes formé d'elle d'une affreuse idée. Cependant, c'est la plus douce et la plus aimable créature qui fut jamais. Que n'a-t-il plu au ciel de vous inspirer l'envie de la voir un moment? Je ne suis pas sûre qu'elle est charmante, que je le suis, qu'elle vous l'aurait paru. Vous auriez pris parti pour elle, vous auriez détesté les noirs artifices de G.M., vous auriez eu compassion d'elle et de moi. Hélas, j'en suis sûre. Votre cœur n'est pas insensible, vous vous seriez laissé attendrir. » Il m'interrompit encore, voyant que je parlais avec une ardeur qui ne m'aurait pas permis de finir si tôt. Il voulut savoir à quoi j'avais dessein d'en venir, par un discours si passionné. « À vous demander la vie, répondis-je, que je ne puis conserver un moment, si Manon part une fois pour l'Amérique. »« Non, non, me dit-il d'un ton sévère, j'aime mieux te voir sans vie que sans sagesse et sans honneur. N'allons donc pas plus loin, m'écriai-je, en l'arrêtant par le bras. Ôtez-la moi, cette vie odieuse et insupportable, car dans le désespoir où vous me jetez, la mort sera une faveur pour moi. C'est un présent digne de la main d'un père. »« Je ne te donnerai que ce que tu mérites, répliqua-t-il. Je connais bien des pères qui n'auraient pas attendu si longtemps pour être eux-mêmes tes bourreaux. Mais c'est ma bonté excessive qui t'a perdu. Je me jetai à ses genoux. « Ah, s'il vous en reste encore, lui dis-je en les embrassant, ne vous endurcissez donc pas contre mes pleurs. Songez que je suis votre fils. Hélas, souvenez-vous de ma mère. Vous l'aimiez si tendrement. Auriez-vous souffert qu'on lui arrachait de vos bras? Vous l'auriez défendu jusqu'à la mort. Les autres n'ont-ils pas un cœur comme vous? Peut-être peut-on être barbare après avoir une fois éprouvé ce que c'est que la tendresse et la douleur? Ne me parle pas davantage de ta mère, reprit-il d'une voix irritée. Ce souvenir échauffe mon indignation. Tes désordres la feraient mourir de douleur, si elle eût assez vécu pour les voir. Finissons cet entretien, ajouta-t-il. Il m'importune et ne me fera point changer de résolution. Je retourne au logis. Je t'ordonne de me suivre. Le ton sec et dur avec lequel il m'intima cet ordre me fit trop comprendre que son cœur était inflexible. Je m'éloignai de quelques pas dans la crainte qu'il ne lui prît l'envie de m'arrêter de ses propres mains. « N'augmentez pas mon désespoir, lui dis-je, en me forçant de vous désobéir. Il est impossible que je vous suive. Il ne l'est pas moins que je vive, après la dureté avec laquelle vous me traitez. Ainsi je vous dis un éternel adieu. » Comme je me tournais pour le quitter. « Tu refuses donc de me suivre »
s'écria-t-il avec une vive colère. « Va, cours à ta perte. Adieu, fils ingrat et rebelle. Adieu, lui dis-je, dans mon transport. Adieu, père, barbare et dénaturé. » Je sortis aussitôt du Luxembourg, je marchais dans les rues comme un furieux jusqu'à la maison de M. de T. Je levais en marchant les yeux et les mains pour invoquer toutes les puissances célestes. « Ô ciel, disais-je, serez-vous aussi impitoyable que les hommes? Je n'ai plus de secours à attendre que de vous. » M. de T. n'était point encore retourné chez lui, mais il revint, après que je l'y eus attendu quelques moments. Sa négociation n'avait pas réussi mieux que la mienne. Il me le dit d'un visage abattu. Le jeune G.M., quoique moins irrité que son père contre Manon et contre moi, n'avait pas voulu entreprendre de le solliciter en notre faveur. Il s'en était défendu par la crainte qu'il avait lui-même de ce vieillard vindicatif, qui s'était déjà fort emporté contre lui, en lui reprochant ses desseins de commerce avec Manon. Il ne me restait donc que la voie de la violence, telle que M. de T. m'en avait tracé le plan. J'y réduisis toutes mes espérances. « Elles sont bien incertaines, lui dis-je, mais la plus solide et la plus consolante pour moi est celle de périr du moins dans l'entreprise. » Je le quittai en le priant de me secourir par ses vœux, et je ne pensais plus qu'à m'associer des camarades à qui je pusse communiquer une étincelle de mon courage et de ma résolution. Le premier qui s'offrit à mon esprit fut le même garde du corps que j'avais employé pour arrêter G.M. J'avais dessein aussi d'aller passer la nuit dans sa chambre, n'ayant pas eu l'esprit assez libre, pendant l'après-midi, pour me procurer un logement. Je le trouvai seul. Il eut de la joie de me voir sortir du Châtelet. Il m'offrait affectueusement ses services. Je lui expliquai ceux qu'il pouvait me rendre. Il avait assez de bon sens pour en apercevoir toutes les difficultés, mais il fut assez généreux pour entreprendre de les surmonter. Nous employâmes une partie de la nuit à raisonner sur mon dessein. Il me parla des 3 soldats, aux gardes, dont il s'était servi dans la dernière occasion, comme de 3 braves à l'épreuve. M. de T. m'avait informé exactement du nombre des archers qui devaient conduire Manon. Il n'était que 6. 5 hommes hardis et résolus suffisaient pour donner l'épouvante à ces misérables qui ne sont point capables de se défendre honorablement, lorsqu'ils peuvent éviter le péril du combat par une lâcheté. Comme je ne manquais point d'argent, le garde du corps me conseilla de ne rien épargner pour assurer le succès de notre attaque. « Il nous faut des chevaux, me dit-il, avec des pistolets, et chacun notre mousqueton. Je me charge de prendre demain le soin de ces préparatifs. Il faudra aussi 3 habits communs pour nos soldats, qui n'oseraient paraître dans une affaire de cette nature avec l'uniforme du régiment. » Je lui mis entre les mains les 100 pistoles que j'avais reçues de M. de T. Elles furent employées le lendemain jusqu'au dernier sol. Les 3 soldats passèrent en revue devant moi. Je les animais par de grandes promesses et pour leur ôter toute défiance, je commençai par leur faire présent à chacun de 10 pistoles. Le jour de l'exécution étant venu, j'en envoyai un de grand matin à l'hôpital pour s'instruire par ses propres yeux du moment auquel les archers partiraient avec leur proie. Quoique je n'eusse pris cette précaution que par un excès d'inquiétude et de prévoyance, il se trouva qu'elle avait été absolument nécessaire. J'avais compté sur quelques fausses informations qu'on m'avait données de leur route. Bloc. Et m'étant persuadé que c'était à La Rochelle que cette déplorable troupe devait être embarquée, j'aurais perdu mes peines à l'attendre sur le chemin d'Orléans. Cependant, je fus informé, par le rapport du soldat aux gardes, qu'elle prenait le chemin de Normandie et que c'était du Havre de Grâce qu'elle devait partir pour l'Amérique. Nous nous rendîmes aussitôt à la porte Saint-Honoré, observant de marcher par des rues différentes. Nous nous réunîmes jusqu'au bout du faubourg. Nos chevaux étaient frais. Nous ne tardâmes point à découvrir les 6 gardes et les 2 misérables voitures que vous vîtes à Passy il y a 2 ans. Ce spectacle faillit de m'ôter la force et la connaissance. « Ô fortune, m'écriai-je, fortune cruelle, accorde-moi ici, du moins, la mort ou la victoire. » Nous tînmes le conseil un moment sur la manière dont nous ferions notre attaque. Les archers n'étaient guère plus de 400 pas devant nous, et nous pouvions les couper en passant au travers d'un petit champ autour duquel le grand chemin tournait. Le garde du corps fut d'avis de prendre cette voie pour les surprendre en fondant tout d'un coup sur eux. J'approuvai sa pensée et je fus le premier à piquer mon cheval.
mais la fortune avait rejeté impitoyablement mes vœux. Les archers, voyant 5 cavaliers accourir vers eux, ne doutèrent point que ce ne fût pour les attaquer. Ils se mirent en défense, en préparant leurs baïonnettes et leurs fusils, d'un air assez résolu. Cette vue, qui ne fit que nous animer, le garde du corps et moi, ôta tout d'un coup le courage à nos 3 lâches compagnons. Ils s'arrêtèrent comme de concert, et s'étant dit entre eux quelques mots, que je n'entendis point, ils tournèrent la tête de leurs chevaux pour reprendre le chemin de Paris, à brides abattues. « Dieu !» me dit le garde du corps, qui paraissait aussi éperdu que moi de cette infâme désertion. « Qu'allons-nous faire? Nous ne sommes que 2. » J'avais perdu la voix de fureur et d'étonnement. Je m'arrêtais incertain si ma première vengeance ne devait pas s'employer à la poursuite et au châtiment des lâches qui m'abandonnaient. Je les regardais fuir et je jetais les yeux de l'autre côté sur les archers. S'il m'eût été possible de me partager, j'aurais fondu tout à la fois sur ces 2 objets de ma rage. Je les dévorais tous ensemble. Le garde du corps, qui jugeait de mon incertitude par le mouvement égaré de mes yeux, me pria d'écouter son conseil. N'étant que 2, me dit-il, il y aurait de la folie à attaquer 6 hommes, aussi bien armés que nous, et qui paraissent nous attendre de pied ferme. Il faut retourner à Paris et tâcher de réussir mieux dans le choix de nos braves. Les archers ne sauraient faire de grandes journées avec 2 pesantes voitures. Nous les rejoindrons demain sans peine. Je fis un moment de réflexion sur ce parti, mais ne voyant de tous côtés que des sujets de désespoir, je pris une résolution véritablement désespérée. Ce fut de remercier mon compagnon de ses services, et loin d'attaquer les archers, je résolus d'aller, avec soumission, les prier de me recevoir dans leurs troupes, pour accompagner Manon avec eux jusqu'au Havre de Grâce, et passer ensuite au-delà des mers avec elle. Tout le monde me persécute ou me trahit, dis-je au garde du corps. Je n'ai plus de fonds à faire sur personne. Je n'attends plus rien, ni de la fortune, ni du secours des hommes. Mes malheurs sont au comble, et ne me reste plus que de m'y soumettre. Aussi, je ferme les yeux à toute espérance. Puisse le ciel récompenser votre générosité. Adieu, je vais aider mon mauvais sort à consommer ma ruine, en y courant moi-même, volontairement. Il fit inutilement ses efforts pour m'engager à retourner à Paris. Je le priais de me laisser suivre mes résolutions et de me quitter sur le champ, de peur que les archers ne continuassent de croire que notre dessein était de les attaquer. J'allais donc seul vers eux, d'un pas lent et le visage si consterné, qu'ils ne durent rien trouver d'effrayant dans mes approches. Ils se tenaient néanmoins en défense. « Rassurez-vous, messieurs, leur dis-je, en les abordant. Je ne vous apporte point la guerre. Je viens vous demander des grâces. » Je les priais de continuer leur chemin sans défiance, et je leur appris, en marchant, les faveurs que j'attendais d'eux. Ils consultèrent ensemble de quelle manière ils devaient recevoir cette ouverture. Le chef de la bande prit la parole pour les autres. Il me répondit que les ordres qu'ils avaient de veiller sur leurs captives étaient d'une extrême rigueur, que je lui paraissais néanmoins si joli homme que lui et ses compagnons se relâcheraient un peu de leur devoir, mais que je devais comprendre qu'il fallait qu'il m'en coûtât quelque chose. Il me restait environ 15 pistoles. Je leur dis naturellement en quoi consistait le fond de ma bourse. « Eh bien, me dit l'archer, nous en userons généreusement. Il ne vous coûtera qu'1 écu par heure pour entretenir celle de nos filles qui vous plaira le plus. C'est le prix courant de Paris. » Je ne leur avais pas parlé de Manon en particulier, parce que je n'avais pas dessein qu'ils connussent ma passion. Et ils s'imaginèrent d'abord que ce n'était qu'une fantaisie de jeune homme, qui me faisait chercher un peu de passe-temps avec ces créatures. Mais lorsqu'ils crurent s'être aperçus que j'étais amoureux, ils augmentèrent tellement le tribut que ma bourse se trouva épuisée en partant de Mantes, où nous avions couché, le jour que nous arrivâmes à Passy. Vous dirai-je quel fut le déplorable sujet de mes entretiens avec Manon pendant cette route, ou quelle impression sa vue fit sur moi, lorsque j'eus obtenu d'égard de la liberté d'approcher de son chariot. Ah, les expressions ne rendent jamais qu'à demi les sentiments du cœur. Mais figurez-vous ma pauvre maîtresse, enchaînée par le milieu du corps, assise sur quelques poignées de paille, la tête appuyée languissamment sur un côté de la voiture, le visage pâle et mouillé d'un ruisseau de larmes qui se faisait un passage au travers de ses paupières, quoiqu'elle eût continuellement les yeux fermés. Elle n'avait pas même eu la curiosité de les ouvrir, lorsqu'elle avait entendu le bruit de ses gardes qui craignaient d'être attaqués. Son linge était sale et dérangé, ses mains délicates exposées à l'injure de l'air, enfin tout se composait, cette composition,
Charmant, cette figure capable de ramener l'univers à l'idolâtrie paraissait dans un désordre et un abattement inexprimables. J'employais quelque temps à la considérer, en allant à cheval à côté du chariot. J'étais si peu à moi-même que je fus sur le point plusieurs fois de tomber dangereusement. Mes soupirs et mes exclamations fréquentes m'attirèrent d'elle quelques regards. Elle me reconnut, et je remarquai que, dans le premier mouvement, elle tenta de se précipiter hors de la voiture pour venir à moi. Mais étant retenue par sa chaîne, elle retomba dans sa première attitude. Je priai les archers d'arrêter un moment par compassion. Ils y consentirent par avarice. Je quittai mon cheval pour m'asseoir auprès d'elle. Elle était si languissante et si affaiblie qu'elle fut longtemps sans pouvoir se servir de sa langue ni remuer ses mains. Je les mouillai pendant ce temps-là, de mes pleurs, et ne pouvant proférer moi-même une seule parole, nous étions l'un et l'autre dans une des plus tristes situations dont il y ait jamais eu d'exemple. Nos expressions ne le furent pas moins lorsque nous eûmes retrouvé la liberté de parler. Manon parla un peu. Il semblait que la honte et la douleur eussent altéré les organes de sa voix. Le son en était faible et tremblant. Elle me remercia de ne l'avoir pas oublié et de la satisfaction que je lui accordais, dit-elle en soupirant, de me voir du moins encore une fois et de me dire le dernier adieu. Mais lorsque je lui assurai que rien n'était capable de me séparer d'elle et que j'étais disposée à la suivre jusqu'à l'extrémité du monde pour prendre soin d'elle, pour la servir, pour l'aimer et pour attacher inséparablement ma misérable destinée à la sienne, cette pauvre fille se livra à des sentiments si tendres et si douloureux que j'appréhendais quelque chose pour sa vie d'une si violente émotion. Tous les mouvements de son âme semblaient se réunir dans ses yeux. Elle les tenait fixés sur moi. Quelquefois, elle ouvrait la bouche sans avoir la force d'achever quelques mots qu'elle commençait. Il lui en échappait néanmoins quelques-uns. C'étaient des marques d'admiration sur mon amour, de tendres plaintes de son excès, des doutes qu'elle pût être assez heureuse pour m'avoir inspiré une passion si parfaite, des instances pour me faire renoncer au dessein de la suivre et chercher ailleurs un bonheur digne de moi, qu'elle me disait que je ne pouvais espérer avec elle. En dépit du plus cruel de tous les sorts, je trouvais ma félicité dans ses regards et dans la certitude que j'avais de son affection. J'avais perdu à la vérité tout ce que le reste des hommes estiment, mais j'étais maître du cœur de Manon, le seul bien que j'estimais. Vivre en Europe, vivre en Amérique, que m'importait-il en quel endroit vivre si j'étais sûr d'y être heureux en y vivant avec ma maîtresse? Tout l'univers n'est-il pas la patrie de ces deux amants fidèles? Ne trouve-t-il pas l'un dans l'autre, père, mère, parents, amis, richesse et félicité? Si quelque chose me causait de l'inquiétude, c'était la crainte de voir Manon exposée aux besoins de l'indigence. Je me supposais déjà avec elle, dans une région inculte et habitée par des sauvages. Je suis bien sûre, disais-je, qu'il ne saurait y en avoir d'aussi cruel que j'ai aimé mon père. Ils nous laisseront du moins vivre en paix. Si les relations qu'on en fait sont fidèles, ils suivent les lois de la nature et ne connaissent ni les fureurs de l'avarice que possède G.M., ni les idées fantastiques de l'honneur qui m'ont fait un ennemi de mon père. Ils ne troubleront point deux amants qu'ils verront vivre avec autant de simplicité qu'eux. J'étais donc tranquille de ce côté-là, mais je ne me formais point d'idées romanesques par rapport aux besoins communs de la vie. J'avais éprouvé trop souvent qu'il y a des nécessités insupportables, surtout pour une fille délicate qui est accoutumée à une vie commode et abondante. J'étais au désespoir d'avoir épuisé inutilement ma bourse et que le peu d'argent qui me restait fût encore sur le point de m'être ravi par la friponnerie des archers. Je concevais qu'avec une petite somme, j'aurais pu espérer non seulement de me soutenir quelque temps contre la misère en Amérique, où l'argent était rare, mais d'y former même quelque entreprise pour un établissement durable. Cette considération me fit naître la pensée d'écrire à Tiberge, que j'avais toujours trouvé si prompte à m'offrir les secours de l'amitié. J'écrivis dès la première ville où nous passâmes. Je ne lui apportais point d'autre motif que le pressant besoin dans lequel je prévoyais que je me trouvais au Havre de Grâce, où je lui confessais que j'étais allé conduire Manon. Je lui demandais 100 pistoles. « Faites-les-moi tenir au Havre », lui disais-je par le maître de la poste. « Vous voyez bien que c'est la dernière fois que j'importune votre affection, et que ma malheureuse maîtresse m'étant enlevée pour toujours, je ne puis la laisser partir sans quelque soulagement qui adoucisse son sort et mes mortels regrets.
Les archers devinrent si intraitables, lorsqu'ils eurent découvert la violence de ma passion, que, redoublant continuellement le prix de leur moindre faveur, ils me réduisirent bientôt à la dernière indigence. L'amour, d'ailleurs, ne me permettait guère de ménager ma bourse. Je m'oubliais du matin au soir près de Manon, et ce n'était plus par heure que le temps m'était mesuré, c'était par la longueur entière des jours. Enfin, ma bourse étant tout à fait vide, je me trouvais exposé aux caprices et à la brutalité de si misérables qui me traitaient avec une hauteur insupportable. Vous en fûtes témoin impassible. Votre rencontre fut un heureux moment de relâche, qui me fut accordé par la fortune. Votre pitié à la vue de mes peines fut ma seule recommandation auprès de votre cœur généreux. Le secours que vous m'accordâtes libéralement servit à me faire gagner le Havre, et les archers tinrent leurs promesses avec plus de fidélité que je ne l'espérais. Nous arrivâmes au Havre. J'allai d'abord à la poste. Tiberge n'avait point encore eu le temps de me répondre. Je m'informai exactement quel jour je pouvais attendre sa lettre. Elle ne pouvait arriver que 2 jours après. Et par une étrange disposition de mon vaisseau, il se trouva que notre vaisseau devait partir le matin de celui auquel j'attendais l'ordinaire. Je ne puis vous représenter mon désespoir. « Quoi » m'écriai-je, dans le malheur même, il faudra toujours que je sois distingué par des excès. Manon répondit, hélas, une vie si malheureuse mérite-t-elle le soin que nous en prenons? Mourons au Havre, mon cher chevalier, que la mort finisse tout d'un coup nos misères. Irons-nous les traîner dans un pays inconnu, où nous devons nous attendre sans doute à d'horribles extrémités, puisqu'on a voulu m'en faire un supplice? Mourons, me répéta-t-elle. Ou du moins, donne-moi la mort, et va chercher un autre sort dans les bras d'une amante plus heureuse. Non, non, lui dis-je, c'est pour moi un sort digne d'envie que d'être malheureux avec vous. Son discours me fit trembler. Je jugeais qu'elle était accablée de ces mots. Je m'efforçais de prendre un air plus tranquille pour lui ôter ces funestes pensées de mort et de désespoir. Je résolus de tenir la même conduite à l'avenir, et j'ai éprouvé dans la suite que rien n'est plus capable d'inspirer du courage à une femme que l'intrépidité d'un homme qu'elle aime. Et je vais m'arrêter là. Il reste vraiment peu de pages, donc là ça va être assez rapide après. Mais là j'ai pas le temps de faire plus. Donc voilà, très bonne soirée et puis voilà, bye.